Au début de ce chapitre, nous avons vu que les êtres vivants se sont renouvelés au cours du temps. Des espèces et des groupes sont apparus, se sont développés, ont pu régresser et même disparaître. Maintenant, essayons de comprendre le mécanisme qui permet ces modifications. Grand 5. Première approche des mécanismes de l'évolution. Dans cette partie du cours, on se demande quels sont les mécanismes qui font que les espèces changent au cours du temps. Pour répondre à cette question, vous avez fait l'activité qui s'appelle « Étude de textes historiques concernant l'évolution ». Nous allons maintenant corriger cette activité. Livre, pages 100 et 101. Voici l'activité. Donc, la première question porte sur le document 1. En modifiant un seul gène de la mouche du vinaigre, des chercheurs ont produit des mouches avec 4 ailes au lieu de 2. De telles modifications portant sur d'autres caractères ont été obtenues chez différents animaux. Ceci montre que de petites modifications du programme génétique peuvent être à l'origine de caractères nouveaux. Dans l'activité, on vous demande « Indique le caractère apparu chez la mouche du vinaigre ». Donc là, c'est assez simple. On a la mouche normale, la mouche modifiée, avec une paire d'ailes supplémentaires. Donc, la mouche possède 2 paires d'ailes au lieu d'une seule. Ensuite, on vous demande, dis quelle est l'origine de l'apparition de ce caractère. Donc ça, vous le savez depuis le début de l'année, puisqu'on a travaillé sur la modification des caractères en génétique. Ce caractère nouveau a été obtenu en modifiant un seul gène. Et vous le savez, c'est une mutation. Deuxième question. Dans le cas de la phalène du bouleau, indique le caractère observé. Quels sont les 2 états de ce caractère? Pour répondre à cette question, il faut utiliser le document B. Dans ce document B, dans le texte, on vous dit que la phalène du bouleau est un papillon nocturne qui se repose le jour sur les troncs d'arbres. Chez les phalènes, il existe toujours 2 formes, une claire et une sombre. Ces formes diffèrent par une modification d'un gène responsable de la couleur du corps. Sur la première illustration, on voit ici 2 phalènes avec la phalène claire ici et la phalène foncée là. Sur la deuxième illustration, encore 2 phalènes avec la phalène foncée ici et la phalène claire là. Donc, on revient à nos questions. Dans le cas de la phalène du bouleau, indique le caractère observé. Ici, c'est simple, le caractère est la couleur des phalènes. Ensuite, quels sont les 2 états de ce caractère? La phalène existe sous 2 états, clair et sombre. Fin de la question. Quelle explication biologique peux-tu donner à l'existence de ces 2 états? Donc là, ça doit vous rappeler le cours de génétique du début de l'année. Ces 2 états résultent d'une mutation permettant l'apparition d'un nouvel allèle. Donc je vous rappelle qu'un allèle, c'est une version d'un gène. Donc le gène couleur des phalènes existe sous 2 versions, la version claire, la version sombre, l'allèle clair et l'allèle sombre. Donc ici, question 3, à l'aide du texte historique de Darwin, explique que dans les régions polluées, les phalènes sombres sont plus fréquentes et inversement dans les régions peu polluées. Alors le texte de Darwin dont on vous parle, c'est celui-ci. Ayant constaté que chez les girafes, certaines ont le cou et les pattes plus longs que les autres, Darwin écrit: la haute stature de la girafe, la longueur de son cou, de ses membres antérieurs en font un animal admirablement adapté pour brouter sur les branches élevées des arbres. C'est ce que l'on voit ici sur l'illustration. On constate que les individus d'une même espèce diffèrent souvent légèrement par la longueur relative de leurs diverses parties. C'est ce qu'on a vu en début d'année. Au sein d'une même espèce, on a des individus qui ont des caractères différents. Il n'y a pas 2 individus identiques. On observe une diversité
des individus. Donc au sein par exemple d'une population de girafes, il y a des girafes qui vont avoir un très long cou, d'autres qui vont avoir un cou qui sera un petit peu plus court. Pareil pour les membres antérieurs. Les individus ayant une ou plusieurs parties plus allongées qu'à l'ordinaire ont dû en général survivre en période de disette. Alors ce terme disette, je vous ai mis la définition ici dans l'activité, c'est le manque de ce qui est nécessaire à la vie, généralement de nourriture. Donc une période de disette, c'est une période de manque de nourriture, c'est une période par exemple où il y aura moins de végétation, où il y aura moins de feuilles dans les arbres. Leur croisement a produit des descendants qui ont hérité d'une tendance à varier dans la même direction. Tandis que les individus moins favorisés, sous les mêmes rapports, doivent avoir été plus exposés à périr. En fait, ce qui est expliqué ici, c'est que quand il y a une période de disette, c'est-à-dire une période où il y a moins de feuilles dans les arbres, les feuilles qui sont en bas des arbres, elles pourront être mangées un petit peu par toutes les girafes, les petites, les moyennes, les grandes, mais une fois qu'il n'y aura plus du tout de feuilles en bas, seules les grandes girafes pourront atteindre les feuilles qui sont tout en haut de l'arbre. Donc les girafes qui sont les plus petites vont mourir. Et il y a de grandes chances aussi qu'elles meurent avant d'avoir pu se reproduire. Donc elles n'auront pas l'occasion de transmettre leur patrimoine génétique qui indique une taille plus petite du cou et des membres. Alors que les girafes qui sont grandes, elles peuvent se nourrir, donc elles survivent, donc elles vont se reproduire et transmettre leur caractère avec un grand cou et des membres antérieurs de grande taille. Alors c'est ce raisonnement-là qu'on vous demande d'utiliser ensuite pour les phalènes avec ce document. Dans les régions non polluées, où les troncs sont clairs car recouverts de lichen, la forme sombre est très rare. Dans une région polluée, où les lichens qui sont très sensibles à la pollution ont disparu, c'est l'inverse. La forme sombre est abondante et la forme claire est rare. Alors, pour essayer de comprendre ce phénomène, vous avez le document 4. Dans le document 4, on voit ici, dans une région non polluée, les troncs d'arbres sont couverts de lichens de couleur claire. Donc là, on voit un certain nombre de phalènes claires et on voit ici une phalène qui est sombre. 90% des phalènes sont de couleur claire. Et ces phalènes ont plusieurs prédateurs qui sont des oiseaux, dont par exemple la mésange. Et ces oiseaux vont repérer, bien sûr, beaucoup plus facilement les phalènes foncées que les phalènes claires. Donc les phalènes foncées seront beaucoup plus facilement mangées que les phalènes claires. Donc si elles sont mangées, elles ne pourront pas se reproduire et transmettre leur caractère couleur sombre. Alors, si l'environnement est modifié, par exemple par la pollution qui fait disparaître le lichen, les troncs des arbres sont foncés. Dans cette population de phalènes, cette fois-ci, ce sont les phalènes foncées qui sont favorisées. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, car maintenant, ce sont les phalènes claires qui sont repérées par la mésange. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette diversité de couleurs des phalènes préexiste avant toute modification du milieu. C'est pas la phalène qui va décider, puisque je me fais repérer par la mésange, je vais changer de couleur. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est tout simplement que dans une population, il y a une diversité des individus. Dans cette situation-là, ce sont les individus clairs qui sont favorisés, qui vont transmettre leur patrimoine génétique, tandis que dans cette situation-là, ce sont les individus foncés qui sont favorisés, qui sont finalement sélectionnés et qui vont transmettre leur patrimoine génétique. C'est ce qu'on appelle ici la sélection naturelle. Donc, pour répondre à cette question, explique que dans les régions polluées, les phalènes sombres sont plus fréquentes et inversement dans les régions peu polluées. On peut dire que les phalènes sombres deviennent prédominantes dans les régions polluées car elles échappent à leurs prédateurs, survivent mieux et se reproduisent davantage. Au contraire, les phalènes claires sont facilement repérées et mangées par les oiseaux et tendent donc à disparaître.
Pour conclure, question 4. En conclusion, explique qu'un caractère nouveau apparaît au sein d'une population et comment l'environnement intervient dans la sélection naturelle. Donc ici, on comprend que un caractère nouveau peut apparaître dans une population par modification spontanée du programme génétique. C'est une mutation. Le milieu environnant sélectionne alors les individus qui présentent les caractères leur apportant un avantage par rapport aux autres. Ils ont alors une résistance plus importante, une meilleure aptitude à se reproduire ou d'autres caractères qui vont les avantager. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Cette sélection naturelle, elle explique comment l'environnement influe sur l'évolution en sélectionnant les individus les mieux adaptés. Donc, une fois qu'on a terminé ainsi l'activité, on revient à notre feuille de classeur, notre feuille de cours où on avait noté ceci. Grand 5, première approche des mécanismes de l'évolution. Quels sont les mécanismes qui font que les espèces changent au cours du temps? On avait mis la référence de l'activité. Il faut bien maîtriser la correction de l'activité. Et nous pouvons ici noter en bilan l'apparition de caractères nouveaux au cours des générations suggère des modifications de l'information génétique. Ce sont des mutations. Ces mutations apparaissent au hasard. Ce terme de hasard ici est important, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui apparaissent au hasard au sein d'une population pour créer des diversités. Et oui, en science, il y a intervention du hasard. Parmi ces mutations, certaines sont avantageuses et sont donc sélectionnées. On parle donc de sélection naturelle. En bas de votre feuille de classeur, vous allez pouvoir mettre les définitions des mots importants de ce cours. Une mutation, nous le savons déjà, c'est une modification de l'information génétique. La sélection naturelle, c'est la théorie qui permet d'expliquer comment l'environnement influe sur l'évolution en sélectionnant des individus les mieux adaptés. Et l'évolution, c'est l'ensemble des changements subis par les espèces au cours du temps suite à des mutations qui entraînent l'apparition de caractères héréditaires nouveaux. Et voilà, nous avons fini le grand 5 de ce chapitre et nous avons donc fini le chapitre. Je vous laisse en lien également une vidéo sur l'évolution et la sélection naturelle que vous pourrez regarder tranquillement à la maison.